a conference dedicated to data sciences in a smart city. So thank you for being here in this specific context. And we are very pleased to be able to organize this event physically and virtually. So just a few words about myself. For those who don't know me, I am Professor Nathalie Crutzen, and I am the director of the Smart City Institute here at HEC Liège. So it is an academic institute dedicated to the transition of territories towards sustainability, using technology and digital in particular as an enabler for fostering this transition. So I'm particularly interested in this meetup, and that's why we collaborated with the Digital Lab. So thank you, Ashwin, for this collaboration, for co-organizing this event. So maybe a few words about smart city, because there are lots of definitions, no consensus, and maybe a few words about my vision, which is, I think, more and more generally accepted. So for us, a smart city is a territory. The term city. Do I need to ask? Okay, sorry. So for us, a smart city is a territory. So because city can be very urban, but we are also very interested in the transition of rural territory. So a smart city is a territory engaged in a sustainability transition using technology as an enabler, because we are convinced that all the technology are fabulous opportunities for territories to reinvent themselves and to support this transition, even if there are some risks, and we are, of course, very interested in discussing the risks, but we are mostly convinced that territories are very powerful enabler of this transition. So based on this vision, that's why I'm very pleased to be here with you today. And I think it's really highly relevant to be here today to evoke with the speaker and to discuss later how data science in particular and how specific technologies can support and accelerate the transition. So we wanted really to create a first discussion specifically with data scientists on this transition. So this will be done through speeches, and Ashwini too will introduce, of course, the speaker, through a discussion later, and I hope it's a first step towards more discussion between our center and more globally or fields, I would say. So thank you for being here, and now I leave the floor to Ashwini. Thank you, Nathalie. So again, welcome to all of you to this meetup, this joint meetup between our group, the Digital Lab, and the Smart Cities Institute. My colleague would agree with me if I tell her that at the crux of smart cities are digital technologies, and in particular data science. We need those techniques to make sense out of huge volumes of data to spur the development of smart cities. And in this context today, we have the privilege of hosting or welcoming three distinguished speakers, whom I will briefly introduce. Firstly, from Leuven, we have Mr. Pim Gary, who is in charge of federating smart cities initiatives in the Leuven region and to promote the usage of IoT and other related technologies. Then we have Mr. Samuel Notedera, who is with the city of Namur. There are at least two of us in this room who come from this area, the Weipion region. And so he's in charge of developing web services revolving around the use of open data. And last but not least, we have Mr. Nicolas Installé, who is the executive director. It works, huh? Who is the executive director of Futurocity,
which is an innovation center whose main mission is to spur the development of smart cities or smart territories in the Walloon region. And by the way, my name is Ashwin Itu. I am professor of machine learning, and I work with the Digital Lab together with Nicolas Nyssen, who unfortunately could not make it today, but he sends his regards to you. So first, I will welcome on board Mr. Tim Gary, who will talk to us about various initiatives happening in the Leuven city. The title of his talk is Leuven, a smart or a smarter city, and his title is Advisor of Smart Cities in Leuven. The floor is yours. Thank you. All right. So, welcome everybody. As was marked, I am not advisor data science. I am not that smart. I am advisor smart of smart cities. So that was a small thing that I still have to address. So now we'll see. I made a small presentation to make sure that you can see and visualize what I am going to talk about. All right. Can I, am I doing this? Yeah, yes. All right, great. That's me. All right, this is Leuven. Leuven is a city of beer, a city of students, a city of tradition, but also a city of innovation. We have a very, very big university. We have a lot of higher education, junior colleges and everything. So, what we firmly believe in the city of Leuven is that cities are facing a lot of big challenges, climatological challenges, resource challenges, climate adaptation challenges, social challenges, economical challenges, and everything is on this side. But we firmly also believe that using technology and advanced technology and data, of course, because there is almost no technology anymore that does not gather or create data or uses data, that this could be a solution or part of the solution for solving the big problems we are going to face. Everybody, big urban problems, but also, I am very sure, also rural problems. So, as I think it's Natalie, I briefly just mentioned, smart city is a hype term, meaning it's a hype term, so it means, for everybody it means something else. So the first thing that when I started working for the city of Leuven a year and a half ago was, what does it mean? So we have a definition, probably it's not the same definition as ours, but that makes sure that we can focus our strategy on the things that matter. So this is our definition. So in Smart City Leuven we use connected and innovating technology in the public space that generates and or uses data to gain insight in the city so we can ameliorate life and living in Leuven on a long term, meaning we can use technology to better make data-driven policy. When we see the influence on air quality and motorized mobility, and we change that, can we see what the difference does it make? Which impact does it have? So this is long-term, middle-long-term projects is like really project-based. We are doing now a project of which I will talk about in a minute, where we are sensing on a very, very local scale heat pressure on the city, because we know that this is a very big problem with the climate that is, with the temperature that is rising in urban centers. We already see like a difference of 5 or 6 degrees between the heat at night between the city and only 15 kilometers further in a more rural area. So this is project-based, and on a short-term or real-time basis, the real smart, if you look like commercial and industry, like smart being like the real-time data streams on which we can act very fast. So we have 5 spear points. One is we want to create a sublime city experience for everybody in Leuven, living in Leuven, studying Leuven, or visiting Leuven. We want to optimize flows. This is a typical example in which you can use technologies like optimizing flows, not only of mobility, not only of transport, but also of air, energy. With Corona, it made sure, like also like people going in and out of the city center, the busyness in our business center and everything. We want to create smarter city services.
We want to harbor and grow talent. This is a very important one for us. We have 100,000 inhabitants, but during the academical year, we gained 55,000 inhabitants, 55,000 students, meaning we have so much talent, so much smart people in our city, and we want to link up with them so that we organize like hackathons and datatons to make sure that we can use that talent to make sure that our city can thrive and can better challenge these challenges that we are facing. And then specifically for the Leuven area or the Flemish Brabant area, and I think this probably will also be Walloon Brabant almost the same. It's like we have a very, very high focus also economically on health and healthcare. So we have UZ Leuven, one of the big university hospitals, but we also have a very vibrant startup scene, 100, 200, 300 startups working around biotech, working around smart health applications and stuff like that. So this is more or less a more economic approach, but this is very important for the city of Leuven. So we do a lot of things around mobility, like we measure with sensors people parking in and out our spaces, our parking spaces, so that we can better steer not to give fines to people, but to make sure that everybody has an equal right to park in our city. But we also want to take that a bit further, so we're working now on a dynamic traffic guiding system that will guide the traffic through our city, making use of real-time data streams and open data sets. Smarter city services, we had a few experiments with blockchain and robotic process automation with our financial services. So, but then also, for instance, this is a project, it's called Missouri. We gained an award and 200,000 euros to develop it from the Flemish government, which was very nice. This is used, we have a poverty rating of 12% in the city of Leuven, which is below average, but it still is high for us. So all social guidance that we use to guide those people to different, to housing, to school, etc., and stuff like that. We noticed that there is a big administrative charge. So we created apps in which people in poverty, families, but also social workers can use to make like a small textual, how do you say it, dagboek fragment. I don't know how to say it in English. The journal, diary, voilà, diary editings. And then we use natural language processing to see how those people are what they're talking about, but then also linked to the administrative process of how are we helping those people. So this is, for instance, in social sciences. We do a lot around healthcare and environmental issues. So we have and there we use our citizens. This is a very important, a very interesting thing. We believe that working together with people in participation is a very nice way of not only spending a lot of money on IoT, on connectivity and on hardware, so not going top down, but working bottom up. So we, for instance, this is the Leuven, it's a Leuven Air installation, so we had like 120 air sensors which were deployed by our citizens and which would continually measure the air quality, which would be then put onto a server in an open data set and would be approachable via IPA to work to find out new solutions. And this is our project of Leuven Cool, in which we have 50 gardens, private gardens, where people are monitoring local temperature, rain, air pressure and stuff like that. But we also put it on our public space, and we are doing that project together with the KU, that's the University of Leuven, and together with the KMI, which is the Royal Meteorological Institute. And what we are doing here is we are investigating which interventions in our public space could lower the effect of heat stress in our city. So we are looking now at which kind of trees can make sure that we can diminish the heat and the heat island effect. Because we know when there is a heat wave, we know that becomes very dangerous. When the temperature doesn't drop during night for more than 4 or 5 days, it becomes very dangerous for certain specific groups. So this is like, and this is something that we also do together with our citizens. The nice thing about that is we're not only saving some money, we're creating open data sets, but maybe most importantly is we are creating groups of
very engaged citizens that can work around specific topics, which is very interesting. We have a same project running. It's called Telram. I didn't show it, but so we use Raspberry Pis. We have a 300 or somewhat. We use Raspberry Pis, a small camera and vision AI. And then we can make sure, we can see, is it a piéton, is it a cyclist, is it a car, or is it a big car, so is it a lorry? So that we can have a very, very clear real-time sight on how the mobility is moving. And it's all done via citizens. We're working together with them, working together with a spin-off of the university. And this is all created in open data sets with APIs, so we can just pull the data in and maybe later on make new applications. All right. And then we want the Sublime City experience. We are, of course, monitoring the busyness in our city. We used to work with Wi-Fi sniffers and Bluetooth sniffers. We threw that out because it's very privacy sensitive. So now we are working with mobile telephone data, and on specific places are also looking at how these Raspberry Pi cameras can be utilized to be put into stores, so that we can monitor real time and make sure that we can see how many people are at which spot, and then we can see how our city center is doing in terms of busyness. All right. So, and we try to work together with students. So we have a lot of projects in which we try to involve students to come into the city services and to work on challenges. This, for instance, was a product innovation project. So we had this group of students for 1 year, and they were working around creating a better shopping experience in one of our shopping streets. So, and that's really cool to see those students really linked together with like civil servants, which gives us, and that's very important, gives us new insights on how to look at things. If you're working like 10 years or 15 years on a topic, you tend to get very conservative and very narrow-minded. So this is anti-tunnel vision work. All right, so what I'm trying to do and what we are doing is we're making a program for technological innovation. So you can look at these as these are verticals. These are really our verticals, and those verticals really are linked with all the different city services, like the how can I say this? La direction et les services de la ville. Voilà. So we support them. We do strategy, coordination, communication, like that I'm speaking to you now. We try to make sure that we work together with a lot of people. On the Flemish region is very, very active on part of smart and smart city, on open data and stuff like that. So we have a lot of interesting cooperations with a lot of other Flemish cities. Would be very interesting to work more together on a federal or Belgium level. So we do some strategy. We have in the city of Leuven have a very nice ecosystem. We have Leuven MindGate, which is an organization of somewhat 300 companies going from AB InBev, like the multinational, to smaller startups that work together with the city on certain things. So we have a very good pulse on what is new and what is happening in terms of technology and data science. So we do representation on Flanders level. Smart city is a hip term, meaning there is money. There is money on all different levels, on European level, on federal level, Flanders level, even on provincial level. So this is what we're trying to do. Also, I started out with no budget, so we had a lot of focus on getting in those projects. We try to implement, which is not easy, into sometimes a very conservative environment, try to make these innovation methodologies more acceptable for civil servants, like doing hackathons, doing a thorough business analysis, doing a service design thinking, and those kind of things. So we have a nice network of companies and knowledge institutions, which is very important for us, and we like to work together to solve these problems. The thing is, smart city is technology and smart city is so complicated and so expensive. As a city alone, you can never do it. You have to link up with companies, you have to link up with knowledge institutions, you have to link up with citizens. I can say that the majority of the people living in Leuven are a lot smarter than the people that work at the city of Leuven, so we have to work together with them to find some solutions. All right, we do co-financing.
We have a small budget. I'll talk about that somewhat later. And well, we do financing. All right. So I don't think I have a lot of time anymore, so I'll try to 10 minutes. Okay, that's good. So, but only focusing on these verticals would mean that we just do solutions. And that's the only thing. And meaning, if we want to integrate these solutions and we're not paying attention, the problem would be that we have a traffic guidance system, which is a silo with data in it from end to end, from problem to solution. So, and then we would be copying IT behavior from like 10 or 20 years ago, creating all over again these silos. So we want to add some horizontals, which is very important for us. And the first one, so I want to make sure I didn't make this. We didn't do this alone. We use a group of KU Leuven, IMEC, knowledge institutions, citizens, and stuff. And this is a group of around 30 people, which we continually discuss with to make sure that that what we're saying can resonate within our city. So a data platform. I call it a data platform. You can call it however you want, a data lake or a combination of warehouse and lake, whatever. So what we want to do is from all these solutions in which we are using technology, the data itself is really what's interesting. We're not interested in data. We are interested in insights. But you need the data to have insight, of course. So what we want to do is to make sure that we can link them. Because for instance, mobility is linked to air quality. People walking through the city center is linked with economics. And so you can make all these correlations between those data sets, and that's how you become a smarter city. That was the title, Smart or Smarter City. So we want to have a good strategy, a good governance. We want to store these data from all these solutions. We want to be able to analyze them, visualize them, make them interoperable. This is a very important thing. We are a member of OASC, Open and Agile Smart Cities, which works on a European level and works around standardization of data sets. So using the same data formats, all cities using the same data formats is not only good for the cities, because that means that solutions that we buy in are interchangeable, but also on a different level for the companies, it's very interesting because for them the digital market becomes a lot more easier. So we strongly and firmly believe in interoperable data and data formats, and of course in open data. What we really want to do, we have a few real-time data sets going out, which we are sharing. We have a lot of demographics data and stuff that we are sharing, but our dream is that we can put data out there and that our community can find solutions with the data, build applications, and that's the idea of open data. So we can share it with companies, with knowledge institutions, and with civilians. So this is a very important priority number one. So we have a big subsidy coming in a few weeks, which a part of it will be used to start working on our data lake and on all the components that we need to make data pipelines, to make transformation to interoperable formats and stuff like that. All right, infrastructure for a city, very, very important. Which is the infrastructure that is strategical within a city? Light poles, for instance, just an open door. But it's important. We have 15,000 light elements and 10,000 light poles in the city of Leuven. This is a dense network, which is high, has electricity. This is an absolutely unique infrastructure to put sensoring devices and stuff like that. So we are working on a few projects. Our old market is the place where all the students go. We will be doing there some tests on using light poles which have different functionalities in it. Sound recognition, extra lighting, cameras, Wi-Fi, business counting, yeah. So the thing that they use at the Belgian coast, the Footfall AI will be using that also. So, and this is to see if this is true. But we have other infrastructure, of course, and this is very important. Now, which connectivity do we want? We don't care if we use NB-IoT or LoRa or 5G.
in the end, we don't really care as long as we get the data and the insight. But this is very important for the city also. Luckily, we have a few interesting cooperations with the university, considering LoRa and stuff like that. So this is a second very important in which we want to evolve also as a city. The third one I'll pass somewhat faster because I don't think I've... yeah, okay. So around innovation and experiments. So we want to create a culture, an attitude in the city. We have to communicate about it. We have to make sure that within our city we have competence and know-how to use it. Data science, technology is a very, very difficult area. It's very hard to get those people into our city services, almost nearly impossible. So we have to really make sure that we have the correct know-how entering, or that we can use the correct know-how. And then the last one, citizen science, firmly believe that using citizens, that cooperating with citizens is a very, very interesting way, bottom up, to gather the data that we need and create engaged citizens. So, all right, 5 verticals, 6 horizontals. We want to do this safe. We do this in cooperation. We do this in, this is the most, this terrible word, but we do it in a quadruple helix fashion, meaning working together with everybody, academics, institutions, companies, and everything, with all stakeholders and all layers of government, and we do it open. Open meaning for us interoperable, using data models and data formats, and also opening it up so it can be reusable. So these are 3 principles. How are we doing this? So these are a few, this is a project plot, so these are a few projects that we are doing. All the green projects we get subsidies for, and the subsidies can pay for data platform, for competence and stuff like that. And the other ones we can finance ourselves. And then we also have, which we're calling a catalyst budget now. Since half a year, we have our own budget. It's a small budget, but we use it in small portions so that we can help other services that want to innovate. So, for instance, we are working together with Lightning. We are also putting in some money for the Telraam citizen science project, so that we can make sure that we catalyze the innovation that is happening there. All right, it was in a nutshell. I can talk about this for hours. Voilà. If you want to, you can find me on the usual social networks. This is my phone number, my email address. If you have questions, ideas, please let me know. It would be very interesting to go into discussion. I'm very sorry, but I have to be in Leuven at around 9 o'clock this evening, so I can't stay here for the Q&A. But you can find me on the internet. Okay. Any questions for Mr. Tim Gowley? Oh, we can take one question maybe, because we don't have so much time. If there are no questions, then we will... Oh, sorry, you have one question here. Can you repeat, please? Yes. If I just may repeat for the sake of those who are watching live, so the question is, you are going to collect lots of data, so where are you going to host and to store those data? Do you have sufficient capacity to store this data? Yeah, we want to store the strategical valuable data ourselves. Yeah, so we want to work together in a few projects. We have some funding in which we normally can host it now, so we'll be using, we are a Microsoft-oriented organization as a civil servant organization, so we will be using Azure. We are working now closely with a few vendors, also together with Microsoft, to see, because you can feel that they are also looking at all those cities trying to really become going on the cloud and gathering also a lot of data. So we'll be doing that, but we'll be using, and this is kind of a risk, I have to admit, so we'll be using project funding for that. So we have to, we're going to have to prove our value, and we will be gathering the valuable data. But a lot of data that we gather is also gathered in other platforms. So we may have to make sure that we can do platform-to-platform connections also. Yeah. But our variable data, we want to store ourselves. So data ownership is a big thing
in a few of the new IT projects. Is that clear? Okay. Thank you, Tim, and have a nice trip back to Leuven. He has to leave us, as he said, unfortunately. Our next speaker in line is Mr. Nicolas Installé, who will talk to us, and his speech is in French, entitled La data science au service des territoires intelligents, exemples et perspectives en Wallonie. Donc voilà, je m'appelle Nicolas Installé, je viens de Futurocité. Alors Futurocité, c'est un petit organisme wallon dont la mission est d'accompagner le territoire, de manière générale, les administrations dans leur transformation numérique vers ce qu'on appelle les territoires intelligents. Et en particulier, on s'attache beaucoup à tout ce qui tourne autour de la donnée, de la culture de la donnée. Donc on sait qu'en Wallonie, en tout cas dans les administrations, il n'y a pas une forte culture de la donnée. Et donc nous, on s'attache à donner des formations, des séminaires, pour vraiment évangéliser les villes et communes wallonnes par rapport à cette thématique de la donnée. Donc, et donc voilà, à ce titre-là, on m'a demandé de venir présenter un petit peu, justement, est-ce que les villes et communes utilisent déjà en Wallonie les données pour faire des projets un peu de manière intelligente, c'est-à-dire utilisant les nouvelles technologies telles que Big Data, intelligence artificielle, etc., pour faire des projets de type Smart City. Et donc c'est une très bonne question. Et donc ça tombe bien dans le sens où la semaine dernière, nous avons sorti notre nouveau baromètre qui tend à évaluer où en sont les villes et communes wallonnes en termes de culture de la donnée. Donc c'est le slide suivant, enfin c'est juste le titre, comme ça vous le voyez en grand. Donc on avait fait un premier baromètre il y a 2 ans. On voit que les résultats n'étaient pas fameux, mais on avait besoin d'objectiver cette situation pour justement mettre en place des nouvelles politiques d'accompagnement des villes et communes. Et donc, ce qu'on peut voir concrètement, donc ce baromètre, il porte principalement sur 4 piliers. Est-ce qu'il y a une gouvernance, une politique publique de la donnée qui a été mise en place au sein des communes, une véritable gouvernance? On a un peu regardé où en étaient les communes en termes de RGPD. Tant qu'on parle de données, autant voir un petit peu où ils en sont. Et c'est un sujet plus important qu'on ne le pense, parce que grâce à la mise sur pied du RGPD, beaucoup de communes se sont posées des questions. Où sont nos données, qui les possède, etc. Et donc ça a permis de structurer des données dans beaucoup de communes. Donc ce n'est pas qu'une contrainte le RGPD, mais ça a été un grand pas en avant pour beaucoup de communes qui géraient leurs données n'importe comment pour la plupart jusque-là. 3e pilier, l'open data. Est-ce que des communes pratiquent l'open data ou non? Et comment elles le pratiquent? Pourquoi elles le font? Pourquoi elles ne le font pas? Et 4e pilier, alors là c'est le tout début, puisqu'on voit que déjà sur les 3 autres piliers, on n'est pas très avancé. 4e pilier, c'est l'exploitation des données. Est-ce que les communes exploitent des données? On peut passer le slide suivant. Et donc là, c'est le dernier slide de notre baromètre. Et donc, voici ce que les communes wallonnes ont répondu. C'est, pour la plupart des communes, 75%, non, elles n'exploitent pas leurs données. Alors, c'est un résultat qui est un petit peu fâcheux, si je puis dire, parce qu'effectivement, j'imagine que dans le public, il y a pas mal de data scientists qui ont conscience de la valeur des données, et dans les villes et communes, malheureusement, elles n'ont pas encore suffisamment conscience de la valeur de leurs données. Et donc 75% des gens ont répondu non, soit parce qu'elles ne le font pas, soit parce qu'elles le font d'une manière ou d'une autre et quelqu'un le fait dans la commune, mais elles ne le savent pas, ou soit parce qu'elles ne comprennent pas le sujet tout simplement. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il n'y a que 11% des communes qui se disent qu'elles ont mis en place des solutions de visualisation de leurs données. Donc, ce n'est pas quelque chose de très poussé. Faire un tableau de bord pour visualiser des données, ce n'est pas quelque chose de, on peut se dire, de trop compliqué. Pourtant, il n'y a que 11 communes qui le font. Et quand on veut aller beaucoup plus loin, on leur demande est-ce que les données sont analysées et utilisées de manière plus intelligente, en utilisant justement du big data, de l'analytics, de l'intelligence artificielle. Il n'y a que 3% des communes qui ont répondu oui. Alors 3%, sachant que 75 communes en Wallonie ont répondu, en fait ça fait 2 communes sur le panel de répondants qui nous ont dit qu'elles utilisaient la data science. Une des 2 communes est présente ce soir, c'est Namur, donc je ne vais pas parler à sa place pour dire un peu ce qu'elle fait. Et donc il me restait une autre commune sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des informations plus précises. Et donc mon speech pourrait s'arrêter là. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que les communes mettent en place en termes de data science pour rendre leur territoire intelligent? Pour l'instant, en Wallonie, les exemples ne sont pas très fréquents. Alors heureusement, quand on parle de ville intelligente, on ne s'arrête pas aux administrations.
Ce qui fait qu'une ville est intelligente, c'est est-ce que l'ensemble des parties prenantes de la commune, donc pas seulement les administrations, mais également les citoyens, les entreprises, les écoles, les commerces, etc., les universités, c'est l'ensemble de toutes ces parties prenantes qui fait la ville. Et donc c'est l'ensemble de toutes ces parties prenantes qui peuvent porter des projets pour rendre leur territoire plus smart. Et donc je vais passer rapidement au travers de 3 exemples qui ont été portés par 3 types d'institutions différentes, si je puis dire. Donc, premier slide, c'est des citoyens. La ville intelligente, elle peut être construite de haut en bas par les administrations, mais elle peut aussi être construite par des citoyens. Et donc nous, chez Futurosité, nous menons depuis 5 ans, nous organisons depuis 5 ans un grand hackathon qui s'appelle Citizens of Wallonia. Le but, c'est de donner la parole aux citoyens wallons pour leur dire, voilà, comment vous imaginez votre ville de demain, et venez durant 48 heures pour essayer de mettre en place un prototype fonctionnel d'application qui va aider à construire ce nouveau territoire plus durable, plus résilient, plus inclusif. Et donc, lors du hackathon 2018, le grand lauréat était un projet de citoyen qui visait à identifier les places de parking libres en voirie. Alors, c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes se sont déjà cassées les dents. Voir quelles places sont disponibles en voirie, à moins de mettre des capteurs partout. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qui existent et qui fonctionnent. Ils sont venus avec un projet un peu innovant, utilisant justement de l'intelligence artificielle. Et donc, rapidement, pour ce premier exemple, comment ça fonctionnait? Ils utilisaient un device. Alors, pour l'exemple, c'était un smartphone. Maintenant, on verra que ce n'est pas l'idéal, mais bon, un smartphone qui, en permanence, est allumé et scanne la voirie quand on circule. Donc, c'est vraiment le principe du Waze des places de parking en voirie. Donc, il détecte en permanence, il filme la voirie. Il détecte, grâce à des algorithmes de machine learning, il détecte où sont les véhicules, il détecte aussi les autres éléments de voirie, les ports de garage, qui sont des endroits où on ne peut pas se garer, les potelets, les carrefours, qui sont un espace entre 2 voitures, mais dans lesquels on ne peut pas se garer. Et donc, il mesure les distances entre les véhicules pour identifier où des places de parking sont disponibles en voirie. Et ensuite, cette information est fournie collectivement, enfin, est remontée dans le cloud, et afin que n'importe qui veut aller se garer, il dit « moi je veux me garer boulevard La Sauvenière », il entre dans son GPS boulevard La Sauvenière et il reçoit sur son GPS à destination les places qui étaient disponibles à un moment donné et la probabilité que ces places soient encore disponibles au moment, à l'heure où il arrive. Et donc effectivement là l'intelligence artificielle est utilisée à plusieurs moments pour la reconnaissance d'images et aussi pour calculer la probabilité que les places sont encore disponibles. Et donc il y a tout un système d'apprentissage sur le temps par rapport à des zones qui sont plus ou moins fréquentées en fonction des heures de la journée, les jours de la semaine, etc. Bon, malheureusement, c'est un projet qui s'est un petit peu cassé les dents après quelques temps parce qu'il y a eu pas mal de problèmes qui se sont posés en termes de RGPD. On filme, là on voit qu'il filme et qu'il prend une photo dès qu'il détecte un emplacement disponible. Cette photo est mise dans le cloud et est restituée à la personne qui va à destination. Bon, il y a peut-être d'autres moyens de faire, c'est un prototype. Et surtout, le gros problème, c'est que c'est le genre d'outil qui demande un usage de masse, comme Waze. Waze ne fonctionne que s'il y a quand même une certaine partie de la population qui l'utilise. S'il n'y a que 4 personnes dans la ville qui l'utilisent, ça ne sert à rien. Et donc, et en plus, il faudrait que le téléphone soit allumé en permanence. Or, on ne va pas allumer le téléphone si on ne cherche pas une place soi-même. Et donc, pour filmer la voirie. Donc, il faudrait plutôt utiliser les devices qui sont intégrés dans les autos et qui existent déjà aujourd'hui. Et donc, voilà, pour un citoyen, c'était un peu compliqué. Alors, deuxième exemple, là, c'est un projet top-down, mais qui n'a pas été mené par une commune, mais par la région wallonne. Alors, c'était en 2016, c'est un projet assez intéressant, c'était un projet test, un projet de recherche-développement que le SPOE, donc la région wallonne, a mené avec IBM et PSA. Donc, PSA, c'est les voitures Peugeot, Citroën, DS. L'idée, c'est que sur une zone test de 2000 km², sur Liège et Verviers, j'ai pris un exemple local, 3000 voitures de PSA étaient équipées de boîtiers qui remontent énormément d'informations en temps réel. Toutes les 6 secondes, il y a toute une série d'informations qui sont remontées. Et le but de ce projet, c'était de détecter les zones les plus problématiques sur les voiries wallonnes, les zones accidentogènes ou des zones à risque. Donc on peut passer le slide. Et donc, voilà, le but est d'identifier les zones accidentogènes. Donc 3000 véhicules qui remontent toutes les 6 secondes toute une série de données. La position du véhicule, ce qui va permettre, comme elle est remontée toutes les 6 secondes, de dériver la vitesse aussi du véhicule. La température extérieure de l'air, voir s'il y a une corrélation justement entre des freinages et des problèmes climatiques.
Et donc ça, c'est remonté toutes les 6 secondes, plus éventuellement, alors on espère que c'est remonté beaucoup moins souvent bien sûr, le déclenchement de l'ABS, qui est une information très importante, le déclenchement de l'ESP et le déclenchement des airbags en cas d'accident. Et grâce à toutes ces informations, on va pouvoir dériver quelles sont les zones à risque à différents points de vue. Donc si on passe au slide suivant, on voit par exemple un exemple ici en bas, une carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une carte des environs de Liège, et toutes les zones bleues, ce sont des zones où il y a eu énormément de déclenchements d'ABS, ce qui signifie que ce sont des zones problématiques où il y a quand même pas mal de freinages d'urgence qui sont effectués. Et donc, en allant sur place, ils vont se rendre compte pourquoi et donc comment mieux aménager les routes. Deuxième exemple, on voit les limites du radar fixe. Donc ici, vous avez un radar fixe qui est au milieu de l'autoroute, ici, de la portion d'autoroute qui est tracée, et vous aviez le gradient de couleur qui est représenté. On voit qu'effectivement, chose qu'on sait tous, mais bon, ils l'ont objectivé avec des données des véhicules, les gens freinent devant les radars fixes, et donc non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus c'est dangereux que les gens freinent. Mais ils ont pu objectiver la situation, et c'est peut-être suite à ça, je ne sais pas, qu'ils ont décidé de mettre des radars tronçons en Wallonie. Autre chose intéressante, j'avais pas d'image, mais très intéressante, c'est qu'on peut aussi se rendre compte de l'avancée, comment expliquer, des fils au feu rouge. Donc il y a des feux rouges qui sont assez mal programmés, et donc il y a des fils qui à certaines heures remontent assez loin. Et donc ça, c'est le genre de choses aussi qu'on peut voir grâce à ce genre de projet. Alors ce genre de projet, c'est un projet pilote, hein, un PRD, projet de recherche-développement, mené en 2016, sur une petite portion pour voir si cette technologie de traitement de ces nombreuses données, ces big data, était utile et amenait quelque chose. Ils ont vu que oui, ils ont quand même tiré pas mal d'enseignements sur cette zone, et donc le but c'est d'étendre ce projet pour l'ensemble de la Wallonie à terme. Je ne sais pas quand ça se fera, mais c'est bien le but. Et alors mon troisième exemple, ça vient d'une société privée. Alors j'ai pris une société privée pas belge, et qui n'est pas active en Belgique, voilà, comme ça on ne va pas me dire que je fais de la publicité cachée, mais j'aimais bien leur approche. C'est une petite PME bordelaise qui a pour vision de rendre les villes agréables, efficaces et durables via une approche data-driven. Et donc, si on passe au slide suivant, rapidement, parce que je vois que le temps avance, leur but c'est vraiment de capter un maximum d'informations contextuelles au sein de la ville, de les traiter par différents algorithmes d'intelligence artificielle, et dont le but c'est vraiment d'optimiser les services aux citoyens. Et donc, comme information contextuelle, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Il y a des informations statiques, les informations liées à la structure, aux infrastructures. Donc ce sont des informations qui sont par exemple disponibles en open data au sein de la ville. Il y a des données dynamiques, hein, tout ce qui est lié aux événements, etc., qui peuvent remonter de différentes manières. La météo, c'est dynamique. Des informations froides liées au calendrier, par exemple, les jours de vacances, les jours fériés, etc. Et donc tout ça, ils peuvent les intégrer pour travailler vers différents services. Alors j'avais mis en exemple les 4 services, je ne vais peut-être pas les détailler, on peut peut-être passer rapidement sur le premier. Donc ça, c'est les 4 services qu'ils offrent. Donc là, le premier, c'est... on peut avancer. Le but, c'était de faire un outil de consultation sur site de la population pour... tu peux passer encore une fois. Voilà. Le but, c'est de modéliser en chaque point du territoire la perception de la ville par les citoyens en fonction de la catégorie, du type de personnes sondées. Donc, ils réussissent à faire des interpolations sur l'ensemble du territoire grâce à une semaine de sondage où ils sondent les personnes sur différentes techniques à des lieux précis. Donc, chaque lieu de sondage est géolocalisé, comment on dit, horodaté, voilà, en français. Donc, c'est assez intéressant comme approche, vraiment utiliser toutes ces informations de contexte. Deuxième exemple, c'est pour les parkings. L'idée, c'est de se dire aussi, tous les gens qui stationnent leur véhicule en voirie, il y en a qui payent, il y en a qui fraudent. Et comment envoyer de manière plus efficace les personnes qui vont contrôler tout ça sur place. Et donc voilà, pareil, grâce à toutes les informations, ils vont pouvoir entraîner des modèles pour améliorer l'efficacité des tournées. Voilà, on peut passer les 2 exemples suivants, c'est des exemples intéressants aussi, mais je n'ai pas le temps de tout passer en revue. Voilà, améliorer l'efficacité de la redistribution des vélos en libre service, pareil, tout ça se fait grâce à des modèles assez intéressants. Et donc, quelles sont les perspectives, si on passe au dernier slide, en Wallonie aujourd'hui? Mais comme je l'ai dit, actuellement, les villes et communes ne sont pas encore suffisamment matures en tant que telles
à part quelques exceptions, hein, des grandes villes comme Namur, Liège, il y a d'autres communes qui commencent à faire de l'open data, Andenne, la Louvière, mais sinon de manière générale la maturité des villes en termes de gestion de la donnée est relativement faible, et donc aller jusqu'à l'utilisation d'outils data science au sein des villes et communes, c'est trop tôt, à part pour quelques exceptions ou pour la région éventuellement. Par contre, pour pouvoir utiliser des algorithmes, de tels algorithmes, on a besoin de données, on a besoin de beaucoup de données. Et donc, nous, on commence par le début, c'est pousser les communes à structurer leurs données, à les collecter, voire à les ouvrir, à faire de l'open data. Et ça, c'est vraiment le rôle et la mission qui a été confiée à Futurosité, c'est aider les communes à avancer dans cette thématique. Et donc, on met pas mal de projets en place pour accompagner les villes dans cette structuration de leurs données et la publication. Et donc, on espère que dans notre baromètre, d'ici 2 ans, on verra un progrès de cette culture de la donnée dans les villes et communes et qu'on pourra commencer à parler de data science au sein des administrations. Mais sinon, pour l'instant, les seuls projets vraiment data science en Wallonie au sein des territoires, ce sont plutôt des projets qui viennent de manière extérieure aux administrations, donc via des sociétés privées ou éventuellement des citoyens. Voilà. Merci bien. Nous avons des questions peut-être? Oh, rajouter quelque chose? C'est important. J'imagine que la plupart d'entre vous le savent, mais je pense que c'est important d'expliquer qu'il y a la dynamique Digital Wallonia, évidemment que tout le monde connaît, mais il y a un axe spécifique Smart Région qui a justement pour objectif, et donc c'est relativement récent, hein, donc le plan est sorti en 2015, donc a vraiment pour objectif d'essayer, notamment au terme de data, de progressivement sensibiliser les communes et d'essayer de les faire avancer. Et dans ce cadre-là, voilà, tu es notamment un des référents pour essayer d'aider les communes en termes de data. Et nous, au Smart City Institute, on essaye au niveau académique aussi de faire des baromètres et des choses. Donc, c'est pour envoyer quand même un petit message positif par rapport à la Wallonie. Je pense qu'en effet, on est assez loin, mais il y a une vraie dynamique en place. Il y a eu un appel à projet avec des choses pour essayer de faire avancer les choses, notamment en termes de data. Je me permets juste... Voilà. On voit une progression quand même. Depuis notre baromètre 2018 jusqu'au baromètre ici 2020 qui vient de sortir, on voit quand même une progression de manière générale dans l'ensemble des indicateurs, même si on est encore assez en retard par rapport à d'autres régions, ça avance, quoi. Donc on a bon espoir. Il y a une dynamique qui se met en place et donc voilà. Merci. Et rappelez aussi, le Smart City Institute sort chaque année un guide pratique et celui de l'an dernier, de 2019, était justement orienté données, gestion de la donnée, etc. Et donc c'est quelque chose qu'on a collaboré aussi pour le mettre en place. Et donc c'est aussi un outil très intéressant pour les communes, pour accompagner les communes. Mais c'est en partie ce qui est interne à la ville, combien il y a d'informaticiens, combien il y a de chefs de projet, combien... Il n'y a pas que les budgets, il n'y a pas que la mentalité, il y a aussi le temps qu'on a et les capacités hommes. Oui, tout à fait. Alors, dans notre baromètre, la première question qu'on posait, c'était justement, est-ce qu'il y a du personnel affecté aux questions du numérique au sein des villes et communes? Et donc, on a demandé déjà, est-ce qu'il y a un échevin du numérique dans les villes et communes? C'est quelque chose qui peut paraître assez simple, mais il y a 2 ans, il y avait une commune sur 3 qui avait un échevin en charge du numérique à côté de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, en 2020, il y a une progression, puisqu'il y a une commune sur 2 qui a un échevin du numérique. C'est un exemple, mais pareil, on a posé cette question pour pas mal de profils. Et on voit quand même qu'il y a une progression en 2 ans du staff affecté à ces questions numériques. Donc, forcément, des DPO, il y en a beaucoup plus qu'avant, puisqu'il y a eu le RGPD entre-temps. Donc ça, c'est logique. Mais par rapport aux autres profils aussi, des data managers, comme il y en a à Namur, il y en a aussi dans quelques autres communes. Des smart city managers, c'est quelque chose qui commence à apparaître à gauche, à droite. Avant, c'était que les grandes villes qui avaient des smart city managers. Maintenant, il y en a un petit peu moins, parce que dans différentes grandes villes, voilà, il y a eu
des départs, mais sinon, dans des plus petites communes, des communes de 10-15 000 habitants, aujourd'hui, vous avez des Smart City Managers. Donc c'est quelque chose de nouveau et c'est une dynamique intéressante aussi. Et donc on voit que petit à petit, voilà, c'est un travail de longue haleine, hein, d'évangélisation par rapport à ces thématiques vers les communes, mais petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place et donc on ne recule pas, on avance, ça c'est sûr. Encore une fois, merci pour votre intéressante présentation. Maintenant, place à notre troisième speaker, Samuel Nothebert, qui va lui parler pas de l'open data, mais du closed data, au service de l'open data quand même. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter plus un cas concret, pas de manière générale sur la ville de Namur, ni tous les projets Smart qu'on fait à la ville, mais juste un cas sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières semaines. Donc c'est des données d'open data, mais qui ne sont pas ouvertes aux citoyens. Donc c'est les techniques qu'on utilise pour améliorer justement tous les open data qu'on a, parce qu'on en a beaucoup à la ville. Alors ça fait presque 7 ans que je suis à la ville, mais si tu passes au slide suivant, vous allez voir que ce n'est pas moi qui ai démarré tout ça. Hein. Donc la ville de Namur a eu la chance, il y a déjà maintenant 30 ans, donc plus de 30 ans, d'avoir un service cartographique qui a démarré de manière transversale sur toutes les données. Donc c'est le fait déjà, il y a 30 ans, d'avoir compris l'intérêt de rassembler les données sur une carte, entre autres sur une carte, mais de rassembler les données, de travailler pour les autres services, qui fait que ça a commencé à croiser des données et de rassembler les données pour les partager. Alors, qui dit données qui ont 30 ans, c'est ce que je rappelle un peu ici, c'est la qualité. On a forcément dû passer pas mal de logiciels, on en est au 4e ou 5e logiciel depuis 30 ans. Donc il y a eu des pertes de données, des traitements, des politiques, des définitions de données aussi qui ont évolué avec le temps. Donc on cartographie ou on n'inventorie pas les données de la même manière. Et donc on doit faire le choix entre la qualité et l'intérêt de la donnée pour l'open data. Donc c'est toujours une réflexion entre est-ce qu'on le partage ou pas aux citoyens, est-ce qu'on continue sur une donnée, est-ce qu'on la conserve pour le futur. Voilà. Donc comme on a aussi plus de 1000 couches, ou près de 1000 couches, bon maintenant on ne les compte pas, mais couches d'informations, eh bien on a la difficulté aussi de tout surveiller. Parce que qui dit open data, il faut quand même partager un maximum de choses et automatiser un maximum de choses. Donc on a mis en place pas mal d'outils automatiques pour mettre en place des automatismes et des transferts de données. Alors, ici, juste un slide pour rappeler aussi que notre service, donc Data Office, rassemble un maximum les données de tous les services. Donc, dans une administration, on travaille sur énormément de sujets et on a aussi l'objectif de passer d'une simple collecte de données à toutes les étapes, donc d'impliquer les gens, investir, donc faire des formations. Et alors, on arrive évidemment dans les dernières étapes où la ville de Leuven sont déjà très avancées là-dedans. Nous, on démarre un peu plus sur tout ce qui est participation citoyenne et éco-construction. On y arrive, ça démarre de plus en plus sur Namur, mais voilà. Tout ça tourne autour de la data. Alors, pour rappeler ce que Nicolas disait, dans les communes aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir des chefs de projet et des personnes qui sont un peu transversales. Le problème aujourd'hui des communes, c'est qu'il y a souvent un responsable de projet à l'urbanisme, un responsable à la mobilité, un responsable dans chacun des services, mais il n'y a pas ces personnes qui ont une fonction qui n'est pas concrète envers le citoyen, pas une fonction, une obligation des communes, mais qui va aider plutôt toutes les personnes d'une commune à travailler un peu sur tous les projets de manière transversale. Donc à Namur, on a une petite équipe. Dans d'autres villes, voilà, il commence à avoir quelques personnes qui sont engagées pour faire ce genre de boulot. Ouais. Alors, qui dit forcément cartographie, on a une grosse application cartographique dans laquelle on travaille énormément. Le principal de notre travail, c'est de travailler sur ces cartes et les données qu'il y a derrière. Hein, parce que c'est une des manières de visualiser de la donnée et de la partager. Parce que ce qui dit données, c'est surtout le partage et la communication et la recherche de données, de trouver une donnée et de l'imprimer, par exemple, ou bien après de la communiquer. Les cartes et les recherches qu'elle a derrière, ça fonctionne très bien. Et c'est par ces cartes aussi qu'on fait beaucoup de sensibilisation. Donc je donne pas mal de formations en interne autour des cartes, des données, du partage. Donc je profite du logiciel cartographique pour sensibiliser aussi les gens au partage des données. Et alors tout ça, il n'y a pas qu'en interne, tous ces outils-là sont partagés déjà aux citoyens et à travers d'autres outils qu'on a à la ville ou à l'extérieur, tout ça à travers des cartes. Ouais.
Alors, le deuxième gros outil qu'on a, c'est l'open data. Donc là aussi, on travaille beaucoup à mettre un maximum de données sur cette plateforme. Mais bon, on ne va pas tout mettre, de toute façon. On essaye de gérer aussi par priorité. Alors, on travaille avec une plateforme bien connue dans le monde de l'open data, mais qui nous permet pas seulement de mettre un tableau Excel à disposition pour faire des recherches dedans, mais aussi de donner un contexte à la donnée, de permettre aux gens de faire des recherches, d'afficher la donnée, de faire des graphiques. Comme ça, les citoyens et nos collègues peuvent pas seulement se retrouver avec un tableau de chiffres qui n'est parfois pas facile à comprendre ou à récupérer dans un autre logiciel, on leur partage aussi avec une plateforme web qui permet de visualiser tout ça. Ouais. Alors, voilà rapidement la structure qu'on a à la ville, mais de toute façon, en résumé, c'est surtout qu'on récupère des données d'un peu tous les services, mais qu'on utilise le logiciel CFFME, qui est symbolisé ici par un engrenage orange. Donc c'est un ETL qui permet d'aller chercher des données quelque part, de les envoyer, de les lire, de les convertir, de les croiser, de les analyser. Et c'est comme ça qu'on peut tout envoyer, les données sur l'open data, sur notre cartographie et un peu partout dans l'administration. Bon, on a aussi un peu encore de l'Access et de l'SQL là derrière pour faire tous ces transferts. Ouais. Alors, FME et les ETL permettent de mettre, c'est ce que je viens de dire, de mettre à jour les données, transférer entre les logiciels, récupérer les données en temps réel, parce que ça, forcément, on commence aussi de plus en plus, par exemple avec le STI qui a été officialisé hier, le système transport intelligent sur la mobilité de Namur. Donc, une autre chose qu'on fait aussi sur la donnée, c'est d'envoyer des emails. On a quand même maintenant beaucoup de données qui permettent d'avertir les collègues qu'il s'est passé quelque chose. Par exemple, il y a un nouveau règlement complémentaire de police. Eh bien, ça va impliquer que la mobilité doit être avertie et que le service voirie devra aller mettre des panneaux, devra aller faire un marquage. Eh bien, ça, on automatise maintenant. On envoie des mails automatiques avec des listes filtrées de choses précises à envoyer à certaines personnes pour ne pas de nouveau que la donnée se perde ou qu'il faille sonner à quelqu'un pour avoir l'information, avoir le rapport complet. Voilà, on automatise certaines choses. Donc la surveillance, l'alerte aussi et le croisement de données, voilà. Donc ça c'est le point suivant. Alors voilà, juste un exemple de comment on joue un peu avec ce logiciel-là. On prend des données, on les mouline, on les croise. Mais c'est ce que je vais vous montrer par après, c'est que ce tableau-là permet en fait de croiser des données et d'en ressortir des erreurs. On a des listes qui vont donner certains chiffres et on peut sortir des erreurs et on va créer des listes en interne avec toutes les erreurs, les incohérences ou des tâches à faire pour d'autres collègues. Tu peux aller. Donc parfois ça devient compliqué, forcément, puisqu'il y a beaucoup de données. Et par exemple, tu peux encore continuer, le travail principal qu'on fait, c'est le croisement et la validation des adresses, des voiries, parce que c'est quelque chose de très important pour les citoyens, c'est d'être bien localisé sur la carte, d'avoir leur domicile connu, avec un numéro propre, pour qu'en cas d'urgence, on puisse intervenir, pour qu'ils puissent recevoir leur courrier, etc. Tout ça c'est important, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Donc on a 140 jeux de données rien qu'en interne, donc en accès limité, closed data. Donc on n'a pas ouvert ça aux citoyens, uniquement parce que ça concerne mes collègues. C'est mes collègues qui reçoivent des listes à corriger. Donc comme ça dynamise aussi et ça responsabilise les collègues à la qualité des données et ça les fait travailler aussi sur leurs propres données, mais les améliorer. Donc tout le monde est gagnant. Voilà, donc ça permet aussi de faire des compteurs, des chronologies, des statistiques. Donc ça permet aussi de faire des rapports annuels qu'avant, on avait difficile de faire un rapport de tout ce qu'on avait fait. Tout ça, maintenant, c'est automatique. Alors, comment on a fait ça ? C'est qu'on a créé une page web. De nouveau, sur notre plateforme Open Data, on s'est créé des pages web qui vont aller chercher des données de manière automatique, mais on les a classées par numéro et par thème. Donc par exemple, là, je vous montre ICAR avec des adresses qui sont de notre service, mais qui sont dans notre service ou pas dans notre service, etc. Donc chacun des cas, chacune des erreurs qu'on a pu identifier, on les a classées comme ça dans 80 listes différentes, ce qui nous oblige aussi à bien réfléchir sur la donnée. On n'a pas seulement pris les données d'adresses de bâtiments et qu'on les a mis en open data. Tout est vraiment très filtré et très analysé pour essayer d'aller plus loin dans la qualité de la donnée. Donc tout ce qu'on a mis en place, c'est ce que je disais, responsabiliser, oui, ça va, tu peux continuer. Alors on a fait une page générale avec des personnes, on voit les noms ? Non. Si, on voit les noms, tiens. Il me semblait que j'avais flouté les noms de l'équipe, mais avec l'écran on le voit. Mais donc, pour chaque liste, on a associé des personnes qui vont recevoir certaines listes à corriger ou à surveiller. Et donc, on les a classées aussi
en listes de jeux de données qu'on peut partager aux citoyens et aux collègues, mais surtout des listes d'incohérences et des listes avec des problèmes d'attributs, des problèmes dans les données qu'il faut compléter. Sur cette même page web, on a une surveillance numérique de tout ce qu'il y a derrière, puisque comme je disais, on a par exemple, rien que pour les adresses ou pour les voiries, pour ceux qui connaissent, il y a les voiries de notre service géographie urbaine de Namur, il y a les voiries d'ICAR que toutes les communes sont chargées de valider, mais on a aussi les voiries du registre national. Donc on récupère tout ça, on les croise, et on peut surveiller, parce que normalement à terme, il ne devrait plus y avoir qu'un seul chiffre, mais ce n'est pas possible, pour ceux qui connaissent, c'est très très compliqué d'unifier tout ça. Voilà, donc là on peut surveiller de cette manière-là les données. Alors on les a classés par thème, donc il y a registre national, voirie, donc pour que ce soit plus facile aussi à trier, et puis pour filtrer facilement les données, et même pour nos collègues par exemple qui ont besoin de la liste officielle des voiries, eh bien par l'open data, interne ou externe, ils peuvent accéder à la liste des voiries officielles. Alors ce qui nous oblige aussi à tout décrire. On fait avec ce système-là une documentation complète de tout le système. Un des défauts aussi des open data et des administrations, c'est qu'on a un jeu de données, on le met en open data, voilà, mais on ne sait pas d'où viennent les données, on ne sait pas comment elles ont été traitées, on ne sait pas quel est le responsable, on ne sait pas la date de dernière mise à jour. Eh bien tout ça, nous, on l'a mis sur la page web, de manière dynamique ou pas selon l'information. On a même mis les processus automatiques FME qui sont derrière. Comme ça, s'il y a un problème, on sait à quel endroit sur le serveur aller chercher le logiciel qui met ça à jour. Voilà. Et donc on a dû documenter, et ça aussi c'est quelque chose de positif pour une administration et notre équipe, c'est qu'on a maintenant, on n'a pas dû créer un document Word, on n'a pas dû créer un tableau Excel avec la liste, tout ça c'est sur l'open data, interne ou externe selon l'information. Alors voilà, ça c'est une page classique de l'open data, mais comme ça les utilisateurs, les agents ou les citoyens selon les données, ils savent facilement faire des tris dans les données. Donc il n'y a pas seulement les citoyens qui vont faire un export des voiries, mais il y a les collègues aussi, par exemple, savoir comment une rue s'appelait avant 1977, la fusion des communes. Eh bien, il suffit d'aller dans un des filtres à gauche, taper une rue, un nom, etc. Eh bien, ils ont la liste qui se filtre directement. Donc c'est devenu un outil aussi interne pour tous les collègues. Alors à moi de communiquer ça, parce qu'il y a encore peu de collègues, pas assez de collègues qui connaissent tout ça. Donc il faut les informer en continu, mais ça va prendre forcément des mois avant que tout le monde ne comprenne l'intérêt de ces outils-là. Alors ce qu'on a fait aussi, et ça c'est plus aussi pour nous, c'est qu'on surveille la correction, pas en temps réel, mais de jour en jour de tout ce qu'on fait. Puisqu'on a tous les chiffres, eh bien on peut voir par exemple le nombre de rues qu'on a de notre côté mais qui ne sont pas dans ICAR, eh bien on a des graphiques ainsi qui permettent de voir, normalement il y a forcément des courbes qui devraient arriver à 100% de qualité ou à 0 erreur. Ben voilà, ça nous permet aussi d'avoir une évolution dans le temps et de surveiller un peu ça. Et on a fait aussi par exemple des graphiques sur qui doit faire quoi, combien de données on doit corriger par personne pour essayer aussi de se partager les fromages, le travail. Voilà. Et donc tout ça pour essayer d'atteindre une qualité maximale. Alors évidemment, quand on connaît la difficulté et tous les mécanismes internes, on n'atteindra jamais la qualité maximale, mais au moins on n'accumule pas les erreurs. On réduit les erreurs avec les années, malgré le nombre de couches importantes qu'on a dans la commune qui croît toutes les semaines. Toutes les semaines, on a de nouvelles couches de données, donc on a intérêt à automatiser un maximum de choses pour que tout ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons des questions de l'audience? Une question, allez-y. Donc la question est qu'est-ce que vous comprenez par closed data? Oui. Closed data, c'est vrai qu'il y a une autre définition officielle que j'ai lue aussi sur Internet, c'est plus toutes les données qu'on ne peut pas ouvrir simplement, donc les données personnelles. Toutes les données personnelles, apparemment, pour certaines définitions, ça rentre dedans. Moi, avec la présentation d'aujourd'hui, j'ai plus appelé closed data, toutes les données qu'on a en open data, mais qu'on n'ouvre pas à l'extérieur, qu'on garde pour nos collègues. Certains collègues avec un login et un password. Donc sur l'open data, on a un login et un password. Le cadastre, oui, oui, oui. Le registre national. Non, c'est tout en interne, ça. Voilà. C'est nos processus internes qui mettent le doigt sur des erreurs. Alors après, il y a les collègues aussi qui sont responsables de certaines listes
Et dans les listes, on leur a dit, ben voilà, il y a tous ces champs-là, l'erreur, c'est pas possible. C'est pas possible que cette personne qui est décédée, par exemple, hier, eh bien, elle se retrouve sur la liste des occupants de quelque chose d'autre. Ou, voilà. Donc il y a des incohérences logiques qu'on sait mettre en évidence et qui mettent le doigt sur un problème qu'un autre collègue devra aller corriger. Par exemple, dans Saphir, du registre national, eh bien, il y a des erreurs à les corriger. Par exemple, on a tout un tas d'adresses qui ne sont pas liées à une rue. Ben ça, c'est très facile aussi. On a fait la liste de toutes les adresses qui sont liées à des rues, des rues qui n'existent plus, par exemple, voilà, qu'il faut corriger. Donc, il faut corriger le point sur notre carte pour dire ben, ce point-là n'est plus associé à telle rue, mais à une autre. Les zones de parking, qu'on avait, voilà, les zones de parking, on a remarqué, là, c'est pas nous qui l'avons remarqué, mais qu'il y avait plein d'erreurs aussi. Donc, on a refait les données, on est occupé de les refaire aussi pour mieux croiser les données avec d'autres données, pour compléter les informations d'autres couches. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Oui. Petit à petit, c'est comme le reste, ça prend des mois et des années, mais ça prend bien, en tout cas de notre côté, puisqu'ici j'organise, je veux dire, une formation tous les 2 mois pour la Carto et les autres outils, donc il y a quand même pas mal de monde qui découvre l'intérêt d'aller chercher les données dans une carte et pas de sonner à quelqu'un pour les obtenir, ou bien d'aller directement dans l'open data pour consulter des choses. Je le vois dans les statistiques, c'est que depuis 5 ans, ben, les courbes sont toujours en croissance. Voilà. Parce qu'on surveille, hein, on surveille le nombre de personnes dans la Carto, on surveille le nombre de personnes dans l'open data et le nombre de requêtes faites sur la plateforme open data. Ça aussi on compte. Oui. C'était dans ce sens-là que je voulais poser la question. Est-ce que tu sais les requêtes extérieures, pas à l'intérieur de ce open data? Tu sais si ça a du succès et quel est le type de citoyen, oui. Ça, on a tous les chiffres. Voilà. Oui. On sait toutes les requêtes et les mots-clés qui ont été faits par les citoyens. Alors, par exemple, ici, ben, on avait 500 utilisateurs par mois au mois de février sur la plateforme, ce qui n'est pas encore énorme. Mais ici, avec le Covid, comme on a mis les jeux de données Covid Namur, eh bien là, on est passé à plus de 3000. Mais alors, je vois que c'est essentiellement Covid. Et de temps en temps, ben, il y a la liste des rues officielles, des communes, voilà, d'autres jeux de données, la 3D. Ça a pas mal de succès aussi chez les... Voilà, chez les architectes et les paysagistes, c'est des jeux de données qui sont fort demandés. Voilà, mais tout ça, c'est... Oui, il y a des compteurs et on voit que ça évolue, même en interne. Oui. Parce qu'on a quand même des retours, tout doucement, on a quand même des gens qui disent « Ah, ben ça ne fonctionne plus depuis 2 jours ». Donc ça veut dire qu'ils l'utilisaient, qu'ils en avaient besoin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais si ça ne fonctionne plus, on passe, tant pis. Tandis que là, il y a des gens qui nous signalent que ça ne marche plus, donc c'est que ça devient un outil important. Est-ce que tu as des use cases avec vraiment des apps ou des sociétés locales qui ont développé des apps? Pas encore. Ça, c'est un des nouveaux projets que j'espère le marché va sortir ce mois-ci. C'est l'amélioration de l'open data par la participation citoyenne. Donc là, on doit lancer ce travail-là d'analyser nos open data pour voir comment améliorer l'utilisation et le retour qu'on peut en faire. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas assez de retour sur la manière dont c'est utilisé. Et est-ce qu'il y a des outils concrets pour les citoyens qui sont faits à partir de tout ça? D'autres questions? Si je n'ai pas d'autres questions, je propose... Une question. Donc, tu as pu faire la phase de collecte des données, amélioration de la donnée, etc. Donc, c'est signifie que le step suivant, ce serait passer à l'analyse de la donnée? Alors, ça, c'est des remarques que j'ai déjà dites quelques fois aussi en interne, parce qu'on nous disait qu'il faudrait le faire. Ça, c'est plus... En tout cas, nous, on n'a pas le personnel pour le faire. C'est quelque chose que j'aimerais bien. En tant que géographe, géomaticien, j'aimerais bien croiser les données justement pour en ressortir de l'information qu'on pourrait communiquer aux politiques, aux citoyens, sur des observations comme on a vu avec les radars, etc. Ce serait très bien. Pour l'instant, on se contente de répondre aux besoins de nos collègues ou des besoins précis. J'ai besoin de la liste de telle chose chaque fois qu'il y a un événement. Ben voilà, ça, on le fait. Mais pour l'instant, on n'a pas eu le temps de passer du temps pour faire des cartes intelligentes en croisant des données. Ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être des jeux de données qu'on pourrait créer en plus sur une analyse. Tout ce qu'on a fait, par exemple, c'est des cartes de compter la population par îlot, des choses comme ça, mais ça, c'est très basique. Il n'y a pas plus d'intelligence là derrière.
Oui, hein, oui, il y a, je sais plus, c'est 150 ou 200 jeux de données par l'open data. Toute la cartographie est accessible aussi aux citoyens. Mais évidemment, toutes les couches personnelles avec des données sensibles, ça, vous n'y avez pas accès, il faut un login et un password. Mais il y a énormément d'informations qu'on a mis en ligne. Oui, oui, oui. Données sensibles, c'est dès qu'il y a une personne qui est dedans, dès que c'est des données qui ne sont pas bonnes, dès que le responsable de la donnée n'est pas d'accord de le partager, parce qu'il peut aussi y avoir des responsables de données qui ne sont pas d'accord parce que ça met le doigt sur un problème. Ça aussi, on a eu des statistiques de population, par exemple, qui mettent le doigt sur un problème de population défavorisée ou quoi. Il y a tout un tas de sujets délicats. Ben ça, on ne les met pas en ligne non plus. Voilà. Mais on a les données. On a les données des squats, on a les données de par exemple, les gens qui ont une concession au cimetière mais qui ne sont pas encore décédés. Ben, tout ça, forcément, on ne met pas en ligne. Hein. Voilà. On ne met pas en ligne non plus le nombre de personnes par bâtiment. On met le nombre de personnes par îlot de bâtiment, par voirie, mais pas par bâtiment. Les classes d'âge, on les a mis en ligne par quartier et au plus précis, c'est par quartier statistique. Moi, je les ai en interne par îlot, parce que pour chaque îlot de bâtiment, j'ai tous les âges avec le nombre de personnes qui ont 1 an, de 2 ans, etc. Mais ça, on ne l'a pas mis en ligne non plus, parce qu'alors, ça permet de faire des croisements de données et essayer d'identifier quelqu'un. Voilà. Ah non, ben ça, voilà, on ne va pas plus loin. Pour l'instant, on n'a pas analysé la sécurité à 100% de nos données. On n'est pas assez nombreux, ni on ne connaît pas assez non plus toutes les techniques informatiques. Il y a certainement des failles. Voilà. Mais ça, on fait le maximum pour ne pas en avoir. On demande aux responsables, on partage les données que sous la responsabilité, sous l'accord de quelqu'un. Après des années ou des mois d'expérience aussi autour de la donnée, on cache certains attributs. Voilà. Mais dans le domaine de la donnée, il n'y a pas de sécurité parfaite. En tout cas, c'est difficile. Évidemment, les banques et tout ça, ils ont réussi avec d'autres moyens à sécuriser correctement l'information. Nous, on fait notre possible. Voilà. On est une des rares communes à avoir de la donnée, mais... Vous avez les droits de polluer. J'ai déjà vu, par exemple, Cienciano, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont anonymisé en supprimant tout ce qui est en dessous de 5. Par exemple, 5 personnes, eh bien, ils ont mis d'office 5. S'il y a une personne, 2, 3 ou 4, ils ont mis 5. Donc là, c'est un peu polluer la donnée en faisant des classes. Tandis qu'au-dessus, à partir de 6, eh bien, on sait qu'il y a 6 Namurois qui ont eu le Covid. Là, on a la valeur. Mais en dessous de 5, on ne sait pas l'avoir. Mais ça, nous, on ne fait, pour l'instant, on n'a jamais dû faire ça. Je propose qu'on fasse, comme là, les discussions sont intéressantes, je propose qu'on fasse un débat plus large, peut-être que le collègue aussi veut se faire intervenir. On peut se mettre là-bas et on peut reprendre une question. Vous vous mettez au milieu ou... Je m'assieds où ? Alors, nous avons plusieurs questions, surtout sur la déanonymisation des données, sur la question de sécurité et plein d'autres questions plutôt d'ordre IT. Et ce qui m'interpelle dans les questions qu'on a entendues surtout, est-ce que les administrations ou les communes qui sont les porteurs de ce type de projet, est-ce qu'ils sont structurés de manière assez flexible ou assez lean pour mettre en place de tels projets, ou est-ce un obstacle? Et deuxièmement, est-ce que les données sont facilement accessibles? Parce que je pense que les données sont souvent dans des différents silos, souvent dans des formats un peu anciens et très complexes avec plusieurs niveaux de red taping pour y avoir accès. Et j'aimerais bien savoir un peu, de mon point de vue plutôt IT, est-ce que ce sont des vrais challenges et est-ce que ce sont des challenges qu'on peut effectivement résoudre dans un moyen ou court terme, par exemple? Tu peux peut-être ta réponse. Je vais donner la réponse plutôt voilà, de l'académique, et puis je laisserai. On a fait un baromètre pour voir justement quels étaient les blocages en termes de transformation Smart City. Et un des enjeux,
est justement celui-là, en fait. Et c'est pour ça, je pense que c'est le centre de la discussion qu'il y avait eu avec Nicolas et que Samuel évoque depuis le début. Je pense que la structure en silo et la manière dont fonctionnent les communes fait que la transition digitale est d'autant plus laborieuse et longue. Et donc c'est pour ça que ça prend autant de temps, qu'il y a tout ce travail d'évangélisation. Quand on entend ce que dit Samuel, il passe plein de temps à aller finalement évangéliser ses collègues dans les communes et à leur expliquer l'importance de la donnée. Donc je pense que c'est l'enjeu même, en fait, et ça ressort de notre baromètre, c'était un des enjeux et une des barrières. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que ce qui manque vraiment au sein des communes, c'est cette culture du digital et de la donnée en particulier, qui fait que les gens ne sont pas toujours d'un côté conscients de la valeur des données, et d'autre côté, effectivement, on ne les protège pas toujours comme elles devraient. On a vu dans notre baromètre de la semaine passée que 20% des communes ont été la cible d'attaque. C'est pas pour ça que les attaques ont réussi, mais 20% des communes se disent avoir été victimes de tentatives d'attaque. Des petites communes, parfois une petite commune comme Colfontaine, qui est une commune de quelques milliers d'habitants, qui a été victime l'an dernier d'un vol de données assez conséquent, avec une demande de rançon. Donc les pirates ne s'attaquent pas spécialement qu'à des grosses structures. Et parce que c'est tellement facile dans des petites entités où les gens ne sont pas du tout éveillés à cette valeur, à la manière de protéger ces données, que oui, c'est un vrai problème. Et donc ça montre peut-être qu'il faut une compétence technique assez poussée, et ça rejoint la question que ce monsieur posait justement. Technique d'un côté et un éveil aussi de bon sens aussi. Enfin, on sait tous qu'on ne doit pas répondre au premier mail ou au premier suspect qui arrive. Bon, quand on est un peu éduqué, ça tombe sous le sens, mais beaucoup de gens ne le sont pas. Ils sont parfois un peu naïfs face à ça. En termes de compétences plutôt machine learning ou data science, ce sont des compétences assez pointues et qui coûtent assez cher. Hein. Est-ce que les communes souhaitent investir dans ce genre de manpower pour renforcer leur équipe? On a parlé de DPO qui font leur apparition dans les communes, mais est-ce qu'on a des Chief Data Officers ou Chief Data Scientists dans les communes, ou est-ce une collaboration avec des firmes privées plutôt? Il faut savoir que dans une commune, il y a un cadre, donc un cadre qui définit le nombre de personnes qu'on peut engager, avec quel statut, avec quelle fonction. Donc, quand il y a une personne qui part, quel que soit le service, on va la remplacer. Maintenant, c'est dans le cadre des communes, donc dans les statuts des différentes fonctions, il n'y a pas encore une nouvelle fonction, un nouveau service. Rares sont les communes où on a créé un nouveau poste vide pour pouvoir l'engager. Donc souvent, c'est une personne qui est déjà en interne, qui s'y connaît un peu ou qui est intéressée par ce domaine-là, qui va faire évoluer la commune dans une certaine direction. Toutes les personnes aussi en interne se débrouillent pour faire toutes les obligations de la commune. Tous les projets un peu smart, c'est des projets qu'on développe en plus, mais il faut avoir du temps pour le faire. Et alors on arrive à ces limites aussi de compétences. Par exemple, dans notre cas, pour votre question, c'est vrai qu'on a développé beaucoup de choses, mais on se débrouille pour que ça fonctionne. Mais on n'est pas informaticien. Dans l'équipe, on est 6 ou 7 personnes. Il n'y a qu'une informaticienne, mais qui a vu l'informatique il y a 30 ans. Il n'y a pas d'informaticien pur, ni de personne en sécurité. C'est le service informatique de la ville qui a fait un audit de la ville pour toute la sécurité de la ville. Mais il n'y a pas une personne qui est venue dans notre service pour tout analyser. Donc, c'est de l'apprentissage. On est tous autodidactes dans un domaine. Dans tous les domaines un peu smart, ce sera souvent des autodidactes. Alors c'est pour ça qu'il faut l'intervention d'autres organismes pour pouvoir former les gens pour aller un cran plus loin sans devoir faire des recherches soi-même ou parce qu'on est motivé ou passionné. Voilà. Donc je pense, et je pense que ça ressort vraiment aussi de nos études, il y a un problème de ressources, mais en termes de... Comme tu viens de le dire, Ashwin, donc il n'y a même pas de spécialistes, voilà. Mais le problème n'est même pas que là, parce qu'il y aurait même un super spécialiste qui est engagé par la commune. La structuration et comment fonctionne une commune, je pense que s'il n'y a pas un travail de changement des cultures et de la dynamique en interne, il va être un peu tout seul dans son bureau. Et donc, en fait, c'est ça peut-être aussi ce qu'on essaie de faire, nous, par exemple, en tant que Smart City Institute, c'est que je pense qu'il y a un tel décalage entre
la réalité des communes en termes de fonctionnement et de ressources disponibles et l'état d'avancement des technologies disponibles, que si tu n'as pas un peu une sorte, je ne vais pas dire d'interface, parce que ce n'est pas comme ça que je nous vois, mais d'acteurs qui essayent de traduire un petit peu et d'évangéliser, mais avec des mots qui ne font pas trop peur, parce que si tu as un super... moi, je connais moins ce côté très technique, mais j'imagine le gars qui vient, et je parle comme une néophyte, mais de la Silicon Valley, qui a des super idées, je pense que tu le mets dans la commune d'Anu, il n'y a personne qui comprend rien, il y a tout le monde qui se ferme, mais il n'y a plus personne qui fait rien. Donc, il y a à la fois un fonctionnement et une structuration qui est très spécifique, qui, à mon avis, ne changera pas d'ici les prochaines années, voire décennies. Donc ça, il faudra faire avec, qui permet, et une culture qui va être très lente à changer, mais, c'est le message quand même que je veux envoyer, pour voir d'un point de vue plus transition, etc., donc pas d'experts techniques, cette dynamique depuis environ 10 ans, on a quand même fait un pas de géant. Hein. Je pense que les communes et tout ça, elles viennent de très loin, et donc je pense qu'il faut être positif. En fait, voilà, je pense que ça va être long, et je pense qu'à la fois les communes doivent sensibiliser à la donnée, à cette technologie, et, c'est mon point de vue, et je l'ai souvent dit, les entreprises, que ce soit vraiment des data scientists spécialistes ou même qui vendent des choses, doivent aussi s'adapter un tout petit peu au langage des communes. Moi, ça m'est déjà arrivé de me trouver dans des réunions avec une entreprise, mais pas spécialement technologique pure, hein, mais qui essayait de parler à un bourgmestre. Franchement, je me suis dit, t'as rien compris. La manière dont tu viens de lui parler, moi qui le connais un petit peu pour avoir échangé avec lui, t'as rien compris à ces réalités. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un exercice essayer de mieux s'appréhender mutuellement pour progressivement faire avancer les choses. Ce ne sera pas rapide, donc il ne faut pas être impatient non plus. Et je comprends que les technologies avancent, voilà, mais je pense qu'il y a vraiment... Voilà, De l'audience, quelqu'un veut réagir à ce qu'on a dit, peut-être? Peut-être d'accord ou pas d'accord? Sinon, j'ai une question que j'aimerais soulever aussi. Alors, la dernière chose que je souhaitais soulever, c'est un peu, je vois une tension qui existe. Le premier orateur, Tim Gilly, a parlé de citizen science, donc les citoyens qui mettent à disposition les données qu'ils captent de leur jardin, de leur maison, de leur sauna ou jacuzzi. Mais donc d'une part, on voit que ça bouge bien, le citizen science est primordial au développement des villes intelligentes, mais d'autre part, on voit aussi que les citoyens sont de plus en plus concernés par tout ce qui est privacy et de la confidentialité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une tension qui existe entre ces deux visions, citizen science et aussi l'aspect privacy, qui nous concerne de plus en plus, je suppose? De notre côté, on a heureusement très peu de remarques négatives sur tout ce qu'on a mis en ligne. Donc il y avait juste de nouveau un peu avec la thermographie des toitures où certaines personnes voyaient un peu trop les données de leur maison ou les vues aériennes qui étaient un peu trop claires sur leur jardin. Mais c'est vraiment des cas très isolés. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a eu, je veux dire, peut-être que 3 remarques sur les 6 ans que je suis là, sur des données précises qui étaient un peu trop proches des citoyens. Mais sinon, on fait attention de ne pas partager de données voilà, les plus précises possibles sur les personnes. Tout, en général, est relativement général. Voilà. Sur le territoire de la ville de Namur, mais pas sur les citoyens. On a encore peu de données, par exemple, sur les salaires, même de manière globale. On n'a pas de données non plus sur leur avis sur la commune ou sur leurs sentiments, etc. Tout ça, c'est globalisé sur des quartiers, donc on n'a pas le souci de vie privée. Oui. Oui. Voilà. Oui, il y a eu toute une campagne avec tous les moyens connus aujourd'hui, simples. Hein, on n'a pas mis des tracts dans chaque maison, mais c'est passé dans tous les médias papier, Internet et même sur Canal C, des choses comme ça, pour signaler qu'on allait faire des vols
d'acquisition de données, de la thermographie des toitures. Parce que justement, on a voulu qu'il y ait des citoyens qui participent aux mesures de nuit. Donc pour pouvoir valider les images qui allaient être prises d'avion, on avait besoin de données au sol. Donc on a proposé aux citoyens de faire des mesures dans leurs toits et dans les jardins pour pouvoir justement calibrer les thermographies. Donc on a fait participer un peu les citoyens dans ce sens-là. Et je ne sais pas. Oui, bah, y a, je crois, une personne, mais justement c'est une personne politique, qui a râlé un peu sur les données, mais c'est tout. Voilà. En général, nous, on faisait passer ça positivement, contrairement justement à la ville de Liège, où eux, ils ne partageaient pas la donnée, ils proposaient aux citoyens de venir consulter la donnée à la ville. Nous, on a joué le jeu inverse, en expliquant pourquoi c'est pas une donnée privée, et que justement, c'est dans l'intérêt des citoyens qu'on a partagé toutes ces données-là. Ainsi, ils peuvent comparer à d'autres bâtiments, et ils n'ont pas besoin de se déplacer. Le fait d'avoir partagé la donnée gratuitement en ligne, il y a plus de personnes qui ont pu consulter leurs données, je suppose, que sur Liège. Parce qu'une image thermographique d'une toiture, c'est une photo d'une réalité invisible pour l'œil humain. Mais voilà. Et en plus, on ne voit pas l'intérieur. C'est la température de la toiture, donc ce n'est pas une donnée privée. Ça concerne une donnée privée, c'est le bâtiment de la personne. Mais voilà, on est à la limite. Hein. On a dû quand même sur le site internet mettre des explications de pourquoi on l'a fait, parce qu'il y a majoritairement intérêt pour les citoyens à publier la donnée. On a fait attention à ça. À la ville de Namur. Oui, parce que... Ou aux citoyens. En tout cas, c'est... Non, on n'a pas fait ça. C'est de la responsabilité des politiques et c'est du fonctionnement d'une commune. Tout ce qu'une commune fait a été validé par un politique ou ça a été choisi et validé par le conseil ou le collège communal. Donc tout ça, c'est de toute façon validé et c'est le politique qui représente les citoyens. Donc on n'a pas ce problème-là. Voilà. Juste rajouter que de manière générale, quand on parle de Smart City et des données qu'on gère, 95% des données sont des données territoriales, vraiment liées au territoire et pas aux personnes, pas aux citoyens. Et que c'est que dans ces cas-là c'est que lorsque ces petits jeux de données qui concernent le citoyen, que là on fait jouer des processus d'anonymisation, etc. Mais la plupart de ces données sont utilisées en interne à l'administration. Ce sont des données que les administrations ont déjà, Smart City ou pas Smart City. Les administrations ont des données depuis toujours sur les citoyens, c'est normal, ça fait partie de leur contrat de gestion de la commune. Mais je pense qu'à mon avis, monsieur ici imagine la Smart City 5.0, 10.0, et là je me doute qu'en Europe en tout cas, il y aurait, on n'en est pas du tout là en fait. Et donc si on y arrivait à une Smart City plus type asiatique, là il y aura toute une série de questionnements de ce type-là qui viendront, mais on n'en est pas là. Non, il y a des choses qui arrivent, mais les citoyens sont d'accord de le faire. Avec le VUN, tout à l'heure, il m'expliquait que les gens, ils ont mis une caméra chez eux pour surveiller la rue, pour compter des choses, enfin, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est les citoyens qui sont d'accord de faire quelque chose pour la Smart City. C'est pas la ville qui a demandé aux citoyens d'être d'accord, c'est les citoyens qui participent, voilà, à des groupes de travail et qui créent de la donnée, qui créent des connaissances et des rapports, etc. Donc petit à petit, les citoyens aussi vont accepter de donner plus d'informations sur eux-mêmes pour essayer de créer cette base de données qui permet d'avancer un peu, comme dans Google. Google vous pose la question tous les jours, si vous connaissez le restaurant à tel, le magasin à tel, vous êtes libre de répondre oui ou non. Ben, de ne pas répondre. Mais c'est libre, voilà. Même si ils ont peut-être un peu forcé la chose, mais voilà, nous, communes, on essaie de ne pas forcer les choses. Pour terminer, la question qui tue, the million dollar question. Quelle est la commune ou la ville la plus intelligente, du moins en Wallonie? Sauf Liège, bien sûr. Hein. À part Liège. Non, je ne suis pas liégeois, mais je travaille ici, donc à part Liège. Donc je sais pas. Il n'y a pas d'intelligence. Chaque outil que les communes mettent en place, c'est au niveau de l'échelle de la commune. Donc, nous, on a créé des outils parce qu'on a eu plus de moyens financiers, où il y a plus de personnel, on a plus de moyens informatiques, donc on a créé des choses peut-être qui plus tapent à l'œil. On a aussi tout un tas de petites choses très utiles
Et nous, on essaye de ne pas justement faire de classements de ce type-là qui peut-être sont utiles, évidemment, d'un point de vue peut-être entreprise ou autre, parce que je pense que pour l'instant, c'est au stade de... C'est quelque chose qui avance peut-être un peu lentement pour les entreprises et la dynamique, voilà, mais qui avance. Et je pense qu'il y a des projets qui sont mis en place ou qui sont dans les cartons dans beaucoup de communes en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs spécificités. Et donc, commencer à dire c'est celle-là la plus... Enfin, on trouve que c'est très risqué, nous, de comparer. Donc, voilà. Et je pense que le message doit vraiment être quand même relativement... Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, je pense que Smart City, clairement, la commune est l'acteur central. Enfin, je veux dire, c'est un peu logique. La commune représente les citoyens, il y a le bourgmestre, donc il y a l'administration. Donc je pense que c'est un acteur central, mais je pense que le débat doit être élargi à la dynamique qui est mise en place sur les territoires par tous les acteurs. Et moi, mon message, et c'est vraiment celui-là que j'essaie de faire passer depuis longtemps, c'est il faut apprendre à communiquer. Il faut que les différents acteurs qui parlent des langages différents, qui ont des horizons de temps différents, qui ont des objectifs différents, apprennent à mieux se parler, parce que tous ensemble, je suis sûre qu'il y a moyen, ça n'ira peut-être pas aussi vite que les entreprises voudraient, ça ira peut-être dans des directions, parfois les communes devront faire peut-être certaines concessions, peut-être que les citoyens vont avoir... Mais je pense que tous ensemble, on y arrivera, mais le problème est faire se parler les acteurs. Et progressivement, je pense qu'avec des échanges, même comme celui-ci, je trouve que c'est fort important parce que ça permet de faire se croiser des mondes qui, je pense, ne se connaissent pas. Très bien. Sur ce, je vais clôturer ce meet-up, le joint meet-up du Data Science Liège et du Smart Cities Institute. Tout d'abord, je remercierai nos trois orateurs, dont l'un qui est déjà parti. Roxane pour l'organisation, qu'elle a gérée toute seule. Et à vous, messieurs et mesdames, pour vous être déplacés et vous joindre à nous à ce meet-up. Je vous invite déjà... Peut-être aussi les partenaires, par exemple comme Digital Wallonia, qui est un des partenaires à la fois du Digital Lab. Exactement. Et je remercie aussi nos partenaires Digital Wallonia. Et dans notre cas, c'est aussi l'entreprise Micropole pour le Digital Lab et d'autres entreprises pour le cas du Smart Cities Institute. Et je profite de l'occasion aussi pour vous inviter à notre prochain meet-up, que j'espère sera qu'il y aura moins de mesures sanitaires. Et le prochain sera le 2 décembre 2020. Et en général, on fait un cocktail et un petit drink après, mais avec les mesures sanitaires, on n'a pas fait. Cette fois-ci, on le fait à chaque fois en général, et c'est très bien fait. Et j'espère qu'en décembre, vous serez là en plus grand nombre, et le cocktail sera là aussi. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.